joining the battle. It all comes down to this. My fate, Planet Vegeta's Kakarot's. And yes, yours too, Frieza. We settle it here! What the? Kakarot. Kakarot! Shields! Le Deutéronome est un livre de l'Ancien Testament et de la Torah. Il fait suite à l'Exode, qui raconte comment Moïse a libéré les Hébreux de leur esclavage en Égypte pour ensuite les conduire dans le désert du Sinaï en quête de la terre promise, ce qui fut suivi d'une errance de 40 ans. Dans le Deutéronome, on nous explique pourquoi Dieu a fait poireauter ceux qu'on appelle également les Israélites pendant aussi longtemps, soit jusqu'à ce que s'éteignent tous ceux qui avaient connu l'oppression pharaonique. Je jure qu'aucun des hommes de cette génération mauvaise n'entrera dans le bon pays que j'ai promis de donner à leurs ancêtres. Vous disiez que vos enfants allaient devenir le butin des vainqueurs, eh bien, eux qui, aujourd'hui, ne savent pas encore distinguer le bien du mal, ils entreront dans le pays. Même Moïse se voit refuser l'accès à la dite terre promise. Regarde le pays que j'ai promis à Abraham, à Isaac et à Jacob lorsque je leur ai dit « Je donnerai ce pays à vos descendants. Je te le montre, mais tu n'y entreras pas. » Dans la série originale de Star Trek, le capitaine Kirk et son équipage se sont toujours battus pour propager et défendre les idéaux de la Fédération, apportant la paix là où il y avait la guerre et l'acceptation là où il y avait de la bigoterie. Alors que la franchise célébrait son 25e anniversaire, Star Trek The Next Generation était diffusé depuis 4 saisons à la télévision et prophétisait qu'un jour viendrait où la Fédération et l'Empire Klingon allaient enterrer la hache de guerre, permettant notamment à Worf de travailler sur la passerelle de l'Enterprise D en tant qu'officier de la Fédération. Mais au cinéma, on suivait toujours les aventures de l'Enterprise A, et l'équipage de Kirk restait coincé dans son propre contexte, celui de la série originale qui avait débuté durant la guerre froide, et dans laquelle les tensions entre la Fédération et l'Empire Klingon faisaient écho aux relations entre les États-Unis et l'Union soviétique. Or, la guerre froide touchait à sa fin. Le mur de Berlin était tombé en 1989 et certains historiens considèrent qu'on peut faire remonter la chute de l'Union soviétique à la catastrophe nucléaire de Tchernobyl survenue en 1986. Alors que la fin de la guerre froide semblait avoir été prédite par Gene Roddenberry, qui avait mis un terme aux tensions entre la Fédération et l'Empire Klingon dans Star Trek The Next Generation, c'était l'occasion de conclure les aventures cinématographiques de l'équipage original en expliquant comment la Fédération et l'Empire Klingon ont finalement fait la paix. Oh, eventually you will have peace, but only after millions of people have died. It is true that in the future, you and the Klingons will become fast friends. You will work together. Star Trek VI The Undiscovered Country, réalisé et coécrit par Nicholas Meyer, qui peut enfin utiliser le titre qu'il souhaitait donner au deuxième film, est sorti en 1991, 20 jours avant la dissolution de l'Union soviétique. Au fil de cette série d'essais vidéo, j'ai démontré que même si Star Trek 2, 3 et 4 forment une trilogie narrative, on peut diviser l'hexalogie de Star Trek en 2 trilogies thématiques. Tandis que les 3 premiers films portent sur la renaissance, la mort et la résurrection de Star Trek au cinéma, les 3 films suivants portent sur ce que Star Trek a à nous offrir, c'est-à-dire le message selon lequel nous pouvons et devons aspirer à un monde meilleur et la manière selon laquelle nous devons nous y prendre pour réaliser ce monde meilleur. Mais l'hexalogie avait encore un dernier argument à présenter, et quoi de plus dramatique que de présenter ce dernier argument alors que Kirk est mis au défi comme il ne l'a jamais été de toute sa vie. Un défi visant ses valeurs fondamentales et ce pourquoi il s'est battu depuis le tout premier épisode de la série originale, un défi visant son désir d'améliorer le monde et sa capacité à en accepter les conséquences. Autrement dit, le temps était venu de lui faire passer l'ultime test. Suite à tout ce qu'il a vécu, et particulièrement après ce qui est arrivé à son fils, Kirk est-il à la hauteur des idéaux qu'il a défendus tout au long de sa carrière chez Starfleet, tout au long de sa vie?
Après avoir été confronté à plusieurs menaces venant du passé, comme V'ger, Khan, le traditionnalisme Klingon, les années 80 et Dieu, l'équipage de l'Enterprise se retrouve maintenant confronté au futur, et ce sont maintenant Kirk et ses amis qui constituent une menace archaïque. Une opportunité historique se présente lorsque Praxis, la Lune où se trouve le plus important centre de production énergétique de l'Empire Klingon, explose à cause d'une surexploitation minière et des mesures de sécurité insuffisantes. Alors qu'il ne reste plus qu'une cinquantaine d'années avant que la couche d'ozone de la planète des Klingons ne se détériore complètement, l'Empire n'a plus les moyens de maintenir ses tensions avec la Fédération et Sarek ouvre un dialogue avec Gorkon, le chancelier du Haut Conseil Klingon, afin que celui-ci vienne sur Terre pour négocier les accords de paix. Sans avoir pris la peine de consulter Kirk, Spock propose que ce soit l'Enterprise qui escorte le vaisseau de Gorkon vers la Terre avant que des Klingons plus conservateurs ne convainquent l'Empire de plutôt tenter d'envahir l'espace de la Fédération. Et l'on mise sur la présence de Kirk qui a vaincu les Klingons plus d'une fois pour décourager les Klingons opposés à la paix de s'attaquer à Gorkon. Mais Kirk, qui n'a jamais pardonné aux Klingons la mort de son fils, s'oppose lui aussi à l'idée de faire la paix avec eux, tout comme l'amiral Cartwright, un personnage apparu dans The Voyage Home. Par une cruelle ironie, l'amiral Cartwright est interprété par Brock Peters, qui avait joué le rôle de Tom Robinson dans To Kill a Mockingbird, et il condamne les Klingons de la même manière qu'on avait condamné Tom Robinson. Lorsque Kirk confronte Spock au sujet de la paix avec les Klingons et critique son initiative d'avoir porté l'Enterprise volontaire pour cette mission, le film montre clairement à quel point ces deux amis de longue date n'ont jamais été aussi divisés. How could you vouch for me? They're animals, Jim. There is an historic opportunity here. Don't believe them. Don't trust them. They are dying. Let them die. William Shatner désapprouvait qu'on présente Kirk comme un raciste, persuadé que cela allait à l'encontre de son personnage. Et bien que j'ai critiqué The Last Jedi au cours de mon épisode sur The Wrath of Khan pour avoir dénaturé le personnage de Luke Skywalker en le montrant prêt à assassiner son neveu dans son sommeil, c'est peut-être l'occasion pour ceux qui ne sont pas d'accord avec moi de rétorquer en se rangeant du côté de Shatner. Malheureusement pour eux, je ne considère pas que montrer Kirk raciste envers les Klingons dans The Undiscovered Country va à l'encontre du personnage, car contrairement à Luke qui a non seulement démontré son entêtement à croire qu'il y avait encore du bon en Darth Vader et reçu une validation de cette croyance, Kirk a plutôt reçu une validation de sa méfiance envers les Klingons lorsque ceux-ci ont tué David. Bien que Gene Roddenberry prétende, et c'est pourquoi il détestait le script de Undiscovered Country, qu'il n'y avait pas de discrimination au sein de la Fédération, Leave any bigotry in your quarters. There's no room for it on the bridge. force est d'admettre que Kirk et McCoy ont plus d'une fois lancé des remarques discriminatoires à Spock. She found humanoid appearance revolting, but she thought she could get used to it. Oh, she did she? Now tell me, did she happen to make any comment about those ears? Not specifically. But I did get the distinct impression she found them the most attractive human characteristic of all. I didn't have the heart to tell her that only I have... She really liked those ears? Naturally. You could hardly claim to be an angel with those pointed ears, Mrs. Spock. But say you landed someplace with a pitchfork. Is there anyone on this ship who even remotely looks like Satan? I am not aware of anyone who fits that description, Captain. No, Mr. Spock, I didn't think you would. Spock, I know we've had our disagreements. Maybe they're jokes. I don't know. As Jim says, we're not often sure ourselves sometimes. But what I'm trying to say is... Doctor, I am seeking a means of escape. Will you please be brief? I'm trying to thank you, you pointed-eared hobgoblin. Et que Kirk et son équipage ont toujours traité les Klingons comme une race moralement archaïque. They want to start the war by pretending that we did. Chekhov may be right. Klingons claim to have honored the truce, but there have been incidents, raids on our outposts. No proof that the Klingons committed it. What proof do we need? We know what a Klingon is. The Undiscovered Country met non seulement en évidence un conflit interne de Kirk amorcé à la fin du troisième film, mais aussi un problème sociétal au sein de la Fédération qui est présent depuis la série originale, car jamais l'animosité éprouvée par Kirk et son équipage envers les Klingons n'avait été remise en question. En fait, détester les Klingons constituait un des ingrédients fondamentaux de Star Trek, comme détester l'Empire galactique dans Star Wars ou les orques dans The Lord of the Rings. Mais Kirk et McCoy ne sont pas les seuls à s'être montrés discriminatoires envers Spock. En fait, Spock a vécu de la discrimination tout au long de son parcours. C'est pourquoi il est bien placé pour comprendre ce qui attend les Klingons qui viendront négocier les accords de paix sur Terre, et aussi pourquoi il se prépare à quitter Starfleet pour suivre les traces de son père et se consacrer à la diplomatie interplanétaire. À cet effet, il a formé une Vulcaine pour le remplacer.
La fonction narrative qu'occupe Valeris dans l'intrigue d'Undiscovered Country devait initialement être remplie par Saavik, la Vulcaine de Wrath of Khan et de Search for Spock, mais ce nouveau personnage permet d'accentuer le contraste entre le Kirk de Wrath of Khan et celui d'Undiscovered Country, en mettant en évidence tout le chemin parcouru par celui-ci depuis le premier film. Alors qu'il n'acceptait pas d'être contredit dans The Motion Picture, Why was my phaser order countermanded? Et qu'il avait besoin d'être défendu par Spock dans The Wrath of Khan. May I quote General Order 12? On the approach of any vessel when communications have not been established. Lieutenant, the Admiral is well aware of the regulations. Le voilà maintenant capable de se défendre sans devenir tyrannique. Captain, may I remind you that regulations specify thrusters only while in space dock? Jim. You heard the order, Lieutenant. Aye, sir. Pour jouer le rôle de Gorkon, un personnage servant de métaphore à Gorbatchev, Meyer choisit un acteur qui lui est familier à lui et à Star Trek. J'ai nommé David Warner. Son apparence s'inspire à la fois d'Abraham Lincoln et du capitaine Ahab, afin qu'on ne sache pas trop si l'on doit lui faire confiance ou non. Gorkon est notamment accompagné de sa fille Azedbur et du général Chang, interprété par Christopher Plummer, un acteur shakespearien originaire de Montréal comme William Shatner, et justement choisi par Meyer pour réciter du Shakespeare tout au long du film. Tickle us, do we not laugh? Prick us, do we not bleed? Wrong us, shall we not revenge? Malgré tout le mépris qu'il éprouve envers les Klingons, Kirk demeure un représentant de la Fédération et invite donc Gorkon et sa suite à manger avec lui et ses officiers à bord de l'Enterprise. Mais l'alcool romulien proposé par Valeris pour détendre l'atmosphère a plutôt l'effet contraire, et les politesses cèdent rapidement leur place aux insultes. To be or not to be? That is the question which preoccupies our people, Captain Kirk. We need breathing room. Earth, Hitler, 1938. I beg your pardon? Well, I see we have a long way to go. Après le départ de Gorkon et ses compagnons, l'Enterprise tire sur l'oiseau de proie sans que Kirk n'en ait donné l'ordre, ce qui désactive la gravité artificielle à bord du vaisseau Klingon. Pire encore, deux individus s'y introduisent et attaquent Gorkon. La réalité rattrapa la fiction lorsque, pendant le tournage du film, Gorbatchev fut enlevé durant un coup d'État à Moscou. Gorbatchev survécut au coup d'État, mais nombreux sont ceux qui ont été tués à cause de leur discours pacifiste, souvent par les membres les plus conservateurs de leur propre communauté, tandis que ceux-ci n'ont jamais rien à craindre. Mais nous autres, on n'a pas besoin du garde du corps! Pour l'instant, on ignore qui a ouvert le feu sur Gorkon, mais Kirk et McCoy implorent les Klingons de les laisser se téléporter à bord de leur vaisseau pour lui venir en aide. Malgré tous les efforts de McCoy, Gorkon meurt, mais pas sans avoir confié son rêve à Kirk. Don't let it end this way, Captain. C'est alors que l'impensable se produit, Kirk se rend et laisse le général Chang les arrêter, McCoy et lui. Les deux amis subissent un procès au cours duquel les Klingons sont heureux d'avoir enfin mis la main sur leur ennemi de toujours, tout comme Chang est heureux de citer Adlai Stevenson lorsqu'il interrogeait le représentant soviétique Valerian Zorin durant la crise des missiles. Do you, Ambassador Zorin, deny that the USSR has placed and is placing medium and intermediate range missiles and sites in Cuba? Yes or no? Don't wait for the translation, yes or no? Indeed, the record shows that Captain Kirk once held the rank of Admiral, and that Admiral Kirk was broken for taking matters into his own hands in defiance of regulations of the law. Do you deny being demoted for these charges? Don't wait for the translation! Answer me now! Michael Dorn, l'acteur qui incarnait Worf dans The Next Generation, a ici l'occasion de jouer le grand-père de Worf assigné à la défense des deux accusés. Mais malgré ses efforts pour les innocenter, Kirk et McCoy sont jugés coupables du meurtre de Gorkon après qu'on ait fait jouer l'enregistrement très révélateur du journal de bord de Kirk. I've never trusted Klingons. And I never will. I've never been able to forgive them for the death of my boy. Ce n'est pas la première fois que Kirk subit un procès à cause d'un coup monté contre lui, mais il paraît beaucoup moins confiant cette fois-ci, et pour cause. Kirk se sait coupable, du moins en pensée. Tel un Andy Dufresne emprisonné pour un crime qu'il aurait peut-être fini par commettre, Kirk reconnaît qu'il mérite son châtiment, et avec McCoy, ils sont condamnés à travailler pour le reste de leur vie dans les mines de Rura Penthe, un véritable goulag sibérien qui porte justement le nom d'une prison dans Guerre et paix de Tolstoï. Oui, Meyer aime emprisonner Kirk vers le milieu des films de Star Trek qu'il réalise, et transférer un membre de l'équipage sur un autre vaisseau, en l'occurrence l'Excelsior du troisième film.
Mais la différence majeure entre The Wrath of Khan et The Undiscovered Country, c'est que dans The Wrath of Khan, Kirk a pu vaincre son adversaire parce que ce dernier était aveuglé par sa soif de vengeance, alors que maintenant, c'est Kirk qui est vaincu par sa rancune envers les Klingons. Kirk est devenu son propre ennemi, l'ultime obstacle à tout ce pourquoi il s'est battu dans sa vie, une métaphore qui se manifeste concrètement lorsque Marcia, une métamorphe ayant proposé d'aider Kirk et McCoy à s'échapper afin qu'ils puissent empêcher les responsables du coup monté d'assassiner le président de la Fédération, les trahit et assume l'apparence de Kirk. I can't believe I kissed you. Must have been your lifelong ambition. Or, Spock avait placé un mouchard sur le dos de Kirk avant de le laisser partir sur le vaisseau de Gorkon, et comme lorsqu'ils avaient trompé Khan en utilisant un langage codé dans le deuxième film, leur défaite n'était que temporaire. Who wanted us killed? Since you're all going to die anyway, why not tell you? His name is... No, not... Son of a... Son of a... Couldn't you have waited 2 seconds, Captain? He was just about to explain the whole thing. You want to go back? Absolutely not. Après l'arrestation de Kirk, Spock a immédiatement assumé le commandement de l'Enterprise et entamé une enquête pour découvrir l'identité des meurtriers de Gorkon, en profitant de l'occasion pour citer son ancêtre Arthur Conan Doyle, bien connu de Nicholas Meyer. An ancestor of mine maintained that if you eliminate the impossible, whatever remains, however improbable, must be the truth. What are we looking for, sir? Lieutenant. 2 pairs of gravity boots. De son côté, Chekhov est resté fidèle à lui-même. There's an old saying on Earth, Mr. Sulu. Fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me. I know this saying. It was invented in Russia. The Garden of Eden was just outside Moscow. A very nice place. It must have made Adam and Eve very sad to leave. Where's Apollo? He disappeared again, like the cat in that Russian story. Don't you mean the English story, the Cheshire Cat? Cheshire? No, sir. Minsk, perhaps, All but... right. Il en a profité pour attribuer à la Russie le conte de Cendrillon. Perhaps you know Russian epic of Cinderella. If shoe fits, wear it. Mr. Chekhov. Après avoir sauvé Kirk et McCoy, l'équipage de l'Enterprise découvre que les tueurs ont été envoyés par Valeris. Pour obtenir le nom des autres conspirateurs, Spock effectue une fusion mentale forcée sur sa protégée, en d'autres mots, un viol mental, ce qui trouble le reste de l'équipage ainsi que Spock lui-même. Cette scène nous rend évidemment inconfortables, surtout lorsqu'on connaît Spock et qu'on essaie d'imaginer à quel point sa colère doit être intense pour le pousser à commettre un tel geste. Son expression glaciale et l'horreur sur le visage de ses amis n'ont d'égal que la douleur exprimée par celui de Valeris. Mais contrairement à lorsque le héros d'un film daté pose un geste, dit une phrase ou manifeste un comportement apparaissant maladroit ou toxique à nos yeux d'aujourd'hui, le viol mental accompli par Spock sur Valeris est intentionnellement choquant. Et de la même manière que certaines personnes n'apprécient pas que Kirk soit présenté comme un raciste dans ce film, ceux-ci n'apprécient pas que Spock agresse ainsi mentalement Valeris, car si Spock apprend qui sont les conspirateurs, ce qu'il apprend de lui-même est encore plus troublant. Alors que l'antiraciste Kirk s'est montré présomptueux à l'égard des Klingons, Spock, qui se croyait au-dessus de toute présomption à cause de son vécu, se révèle lui aussi coupable d'avoir présumé que ses proches partageaient nécessairement son point de vue et découvre qu'il est prêt à violer l'esprit d'une personne pour réparer ses erreurs. Is it possible that we two, you and I, have grown so old and so inflexible that we have outlived our usefulness? Would that constitute a joke? Don't crucify yourself. It wasn't your fault. I was responsible. For no actions but your own. That is not what you said at your trial. That was as captain of the ship. Human beings. But, Captain, we both know that I am not human. Spock, you want to know something? Everybody's human. I find that remark insulting. The Undiscovered Country ne fait pas seulement que conclure les aventures cinématographiques de l'équipage original de Star Trek, mais démontre pourquoi il est temps pour celui-ci de passer le flambeau à la prochaine génération. Et c'est sans aucun doute le plus beau testament à l'optimisme de Gene Roddenberry que de montrer que le progrès finit inévitablement par rattraper et dépasser même les plus fervents adeptes du progrès. Bien que The Undiscovered Country explique ce phénomène par le vieillissement, ce n'est pas nécessairement l'âge des gens qu'il faut blâmer lorsque ceux-ci paraissent archaïques, mais leur vécu.
Malgré leurs bonnes intentions, Kirk et ses amis éprouvaient un certain blocage mental vis-à-vis des Klingons qu'ils avaient si longtemps perçus comme des ennemis dépourvus de compassion. Mais à la fin de Undiscovered Country, ils mettent ce blocage de côté pour permettre à la prochaine génération d'être libérée du fardeau qui afflige la leur et pour offrir à celle-ci un monde encore meilleur que celui qu'ils ont eux-mêmes reçu de la génération précédente. Et qu'ils aient fait tout cela alors qu'ils ne sont eux-mêmes pas encore prêts à en accepter les conséquences n'est que plus honorable encore. Your father called the future the undiscovered country. People can be very frightened of change. You've restored my father's faith. And you've restored my son's. Tel Bernie Sanders qui militait pour l'égalité bien avant que ça ne devienne aussi urgent que ça l'est aujourd'hui, Gorkon était visiblement favorable à la paix bien avant que cela ne devienne une nécessité pour son peuple. You don't trust me, do you? I don't blame you. If there is to be a brave new world, our generation is going to have the hardest time living in it. On peut d'ailleurs interpréter la fin du 5e film comme un précédent historique permettant d'envisager la paix durant ce 6e film et ainsi trouver une justification narrative à The Final Frontier qu'on avait seulement pu défendre sur le plan thématique dans la précédente vidéo. Et bien que faire la paix juste parce qu'on ne peut plus financièrement se permettre de faire la guerre n'est peut-être pas la meilleure des motivations, Gorkon y a vu l'opportunité de réaliser son rêve et d'emmener les Klingons à pouvoir, un jour, apprécier cette paix non pas comme un moyen de survivre, mais comme un moyen de mieux vivre. Et c'est ce qui arrive à Kirk au cours du film. Au début, il remplit sa mission même s'il la désapprouve, mais à la fin, il est motivé à remplir sa mission. First we change the behavior, then we work on motivation. C'est ce que Star Trek nous offre à travers ce 6e film. Dans les mots de Lincoln Garrity, cette histoire ne reflétait pas seulement le climat politique des États-Unis à la fin de la guerre froide, elle parlait également d'une idéologie de foi dans les efforts en cours pour maintenir la paix et mettre fin au conflit idéologique. En fin de compte, cela suggérait que le motif de la paix éventuelle entre les superpuissances était une mission en cours vers une terre promise métaphorique, un pays inconnu qui exigerait la capacité non seulement d'accepter le changement, mais aussi de vivre avec. Star Trek représente sans doute une des utopies les plus connues, les plus inspirantes et les plus influentes de notre histoire, et elle doit pourtant être régulièrement mise à jour pour rattraper notre propre progrès dans la réalité. Je suis conscient que ce discours va à l'encontre du cynisme à la mode et que la plupart d'entre nous sommes convaincus que vouloir changer le monde, c'est naïf. Mais jamais ne réussirons-nous à faire ce qui doit être fait si nous nous entêtons à croire qu'on ne peut rien y faire, si nous nous entêtons à croire qu'un futur à la Star Trek est impossible et qu'il vaut mieux se blottir dans le confort mensonger de notre nostalgie pour une des pires décennies de notre histoire récente. Alors que notre monde s'approche chaque jour un peu plus du futur prédit par Star Trek et que Star Trek doit chaque jour s'adapter aux progrès que nous réalisons, rien ne saurait être plus naïf que de croire que les choses étaient mieux avant. Il est temps pour nous de nous rappeler qu'il est possible d'améliorer le monde et de cesser de voir l'optimisme comme du déni. Être optimiste ne veut pas dire qu'on est convaincu que tout va bien quand tout va bien, et ça ne veut pas dire non plus qu'on est convaincu que tout va bien quand tout va mal. Être optimiste, ça veut dire qu'on se relève les manches et qu'on se bat chaque jour pour améliorer le monde, même et surtout quand tout semble mal aller, même et surtout quand on sait que le futur nous réserve encore des mauvaises surprises, même et surtout quand on sait que le fascisme est en train de pointer son nez à l'horizon. So this is what becomes of us. Eric was right. Humanity does this to us. Not if we show them a better path. You still believe? Just because someone stumbles, loses their way, it doesn't mean they're lost forever. Sometimes we all need a little help. Oh, I'm not the man I was. I open my mind, and it almost overwhelms me. You're afraid, and Cerebro knows it. All those voices. So much pain. It's not their pain you're afraid of. It's yours, Charles. And as frightening as it may be, that pain will make you stronger. If you allow yourself to feel it, embrace it, it will make you more powerful than you ever imagined. It's the greatest gift we have, to bear their pain without breaking. And it's born from the most human part. Hope.
Charles, we need you to hope again. I'm not going to abandon the things that make me who I am because of the future. It contains an ending I hadn't foreseen for myself. C'est pourquoi je ne suis pas d'accord avec ceux qui prétendent que Star Trek Discovery n'est pas une série optimiste. En fait, ces gens-là se font une drôle d'idée de ce qu'est l'optimisme. Alors que Star Trek prédisait une troisième guerre mondiale dans les années 90, il n'en fut rien. Des postes importants au sein de la Fédération sont devenus de plus en plus accessibles aux personnes issues de toutes sortes de minorités et de groupes marginalisés, et chaque nouvelle série aborde des sujets qu'on n'aurait jamais pu croire être abordés à l'époque de la série originale. Car même Gene Roddenberry, malgré ses bonnes intentions, n'atteignait pas l'idéal qu'il proposait à l'humanité. Mais ce qu'il nous a légué, c'est un moyen d'y arriver. Et même si la raison pour laquelle les studios encouragent davantage de diversité et des morales woke, c'est pour faire plus d'argent et éviter des mauvaises critiques, on s'en fout. Comme Kirk et comme les Klingons, ils finiront bien par faire la bonne chose, non pas parce que ça leur rapporte plus d'argent ou que ça leur évite des mauvaises critiques, mais parce qu'ils en ont envie. Alors que les films précédents avaient profondément transformé les Klingons pour les dépeindre comme des brutes bestiales et barbares, The Undiscovered Country les humanise et les présente au contraire comme étant très cultivés, à un tel point qu'on finit par se demander si les 5 premiers films ne nous ont pas été racontés par un narrateur non fiable qui dressait un portrait sombre des Klingons à cause de ses préjugés. Et d'une certaine façon, c'est le cas. Comme j'ai fait remarquer plus tôt, Star Trek n'était pas à l'abri du racisme en ce qui concerne les Klingons, et le 6e film est celui par lequel Star Trek se libère de cette représentation négative de ceux-ci. Nous les voyons tels qu'ils sont réellement pour la première fois, et alors que dans la série, et encore plus dans les films, ils ne servaient qu'à fournir à l'intrigue des ennemis de service, comme les Stormtroopers ou les Orcs, ce que nous dit The Undiscovered Country, c'est que ça n'existe pas des ennemis de service. Pas la fin de saga à laquelle on nous a habitués, n'est-ce pas? C'est dommage que dans autant d'œuvres de fiction, la guerre soit l'unique solution, même pour les héros, sous prétexte que c'est plus narrativement excitant. À mon avis, tenter de faire la paix dans un monde déchiré par la guerre l'est tout autant, sinon plus. You don't understand a thing, do you, Admiral? This isn't a blockade. This is language. A new vocabulary, the likes of which the world has never seen. This is President Kennedy communicating with Secretary Khrushchev. De plus, à travers leur traditionnalisme si souvent critiqué par Gene Roddenberry dans la série originale, les Klingons offriront aux scénaristes de Next Generation la possibilité de critiquer l'impérialisme et la vision occidentalo-centriste que la Fédération se fait de la modernité, tandis que de nouveaux adversaires en offriront une mise en garde, comme V'ger l'avait fait jadis. Star Trek peut continuer à évoluer parce que nous évoluons nous aussi, au-delà même de ce que Roddenberry avait rêvé pour le futur. Désormais, l'Enterprise ne va plus là où l'homme n'est jamais allé, mais là où personne n'est jamais allé. This is the final cruise of the Starship Enterprise under my command. This ship and her history will shortly become the care of another crew. To them and their posterity will we commit our future. They will continue the voyages we have begun and journey to all the undiscovered countries, boldly going where no man, where no one has gone before. De leur côté, Kirk et son équipage se sentent peut-être devenus trop dépassés pour accéder à la terre promise, mais plutôt que de mourir dans le désert comme Moïse et les Israélites de la précédente génération, ce désert qui a fait d'eux des cow-boys explorant la nouvelle frontière, ils décident de rester jeunes et héroïques à tout jamais dans le pays imaginaire du souvenir que nous garderons d'eux. Course heading, Captain. Second star to the right. And straight on till morning. L'Enterprise prend la direction d'une étoile tel le cow-boy qui s'éloigne vers le soleil couchant à la fin des westerns d'antan, et la boucle est bouclée pour l'équipage de la série originale, une série par laquelle Gene Roddenberry, s'inspirant du discours d'investiture de John F. Kennedy, avait transposé Wagon Trains dans l'espace. Roddenberry a pu voir The Undiscovered Country quelques jours avant sa mort, et bien qu'il désapprouvait encore certains éléments du scénario comme l'aspect militaire de Starfleet, on raconte qu'il a apprécié le film. Voilà qui met fin à cette série d'essais vidéo portant sur l'exalogie originale de Star Trek. Si vous vous demandez pourquoi j'ai fait des parallèles entre Star Trek et Dragon Ball tout au long de cette série, voici le moment que vous attendiez. Alors même que je commençais le montage de mes vidéos, la youtubeuse Maggie Mayfish, que j'adore, a mis en ligne la deuxième partie d'un essai vidéo sur Joseph Campbell. J'y ai appris plusieurs choses qui m'ont déçu étant donné qu'il fut le premier auteur par lequel j'ai appris à faire des liens entre les histoires que j'aimais. Et comme vous l'avez sans doute remarqué, j'aime faire des liens.
Mais je ne crois pas qu'on puisse expliquer toutes les similitudes entre les histoires par le parcours du héros de Joseph Campbell. Au contraire, je crois que les histoires obéissent à une logique interne qui dépasse parfois même leurs auteurs. Alors que je m'étais donné pour objectif de prouver que l'exalogie de Star Trek formait un tout cohérent, et ce même si on ne l'avait pas planifié et que les films n'avaient pas tous été écrits par la même personne, je me suis amusé à montrer qu'on pouvait y trouver des similitudes avec une autre œuvre dont le développement n'avait pas été planifié à l'avance et qui provenait de l'autre bout du monde, de l'imaginaire d'un auteur ni chrétien ni juif. J'ai également démontré qu'on pouvait faire des parallèles entre Star Trek et des mythes antérieurs à la religion catholique. Pendant que sur Internet ça semble être devenu la mode d'accuser Harry Potter d'être une copie de Star Wars, et on peut reprocher beaucoup de choses à Harry Potter, prétendre que les conventions narratives qu'on retrouve dans Harry Potter ont été inventées par Star Wars signifie qu'on ne maîtrise pas très bien le sujet qu'on aborde. C'est pourquoi je crois que les chaînes YouTube d'analyse de films sont si importantes. Nous sommes nombreux à raffoler de culture populaire, moins nombreux à pouvoir en parler de manière experte, et c'est tout à fait normal. J'espère que le peu que j'ai pu partager avec vous vous a plu, que vous soyez des Trekkies ou non, et j'espère pouvoir vous retrouver bientôt pour une nouvelle série de ces vidéos.